Bienvenue sur le podcast Délai, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière ? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bonjour à tous et bienvenue sur le 17e épisode du podcast Délai. C'est le premier podcast dédié au software asset management et aux achats logiciels. Tous les mois, on reçoit un expert qui partage les bonnes pratiques, les expériences. Et ce mois-ci, on reçoit Cyril. Cyril, bienvenue. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup Guillaume, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je suis avocat à Paris depuis plus de 10 ans. Je travaille dans le cabinet Linklaters. Et ça va faire depuis 2020 maintenant qu'on travaille régulièrement sur des dossiers d'abus de dépendance technologique au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec un avocat spécialisé en droit de la concurrence qui s'appelle Thomas Elkins et une avocate spécialisée en nouvelles technologies et en contrat informatique qui s'appelle Sonia Cissé. Et depuis cette date, on a eu l'occasion d'intervenir sur plus d'une quinzaine de dossiers, on en a porté plus de la moitié au tribunal et j'aurai l'occasion de t'en parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dossier qui t'a marqué sur ces 10 ans de carrière? Ah bah, évidemment. Le premier dossier que j'ai eu, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit le premier d'une longue suite. C'est un dossier qui est arrivé en 2020. Je m'en souviens, c'était juste avant les vacances de Noël. Finalement, ça a été des vacances très studieuses. C'est un dossier dans lequel une entreprise française a reçu un courrier 2 ans avant la fin de son contrat de licence. 2 ans avant la fin de son contrat de licence pour lui dire que ce contrat était finalement résilié en raison d'un prétendu retard dans le paiement des factures. C'était évidemment un prétexte grossier. On parlait de retard de quelques jours qui sont tout à fait courants. On parlait vraiment de rien du tout. Un prétexte mais manifeste qui était à peine déguisé. Et on lui disait bon, écoutez, comme on résilie le contrat, il faut en accepter un nouveau. Ah oui, et puis ce nouveau contrat, bien sûr, les redevances sont multipliées par 5. Nécessairement, on s'est retrouvé dans une situation d'urgence puisque le contrat arrivait à cause de la résiliation à son terme dans les semaines à venir. Et on s'est retrouvé à agir en urgence devant les juridictions, d'abord au tribunal de commerce de Paris, qui s'est transformé en tribunal des activités économiques, et ensuite devant la cour d'appel. Et c'est un dossier qui m'a profondément marqué, puisque ça a posé un jalon jurisprudentiel fort, puisque dans un arrêt du 31 mars 2021, la cour d'appel de Paris a condamné cet éditeur à poursuivre le contrat jusqu'à son terme, sous astreinte de 100 000 € par jour. Ok, premier dossier. C'était un bon premier dossier. Et à cette date, moi j'étais loin de me douter de 2 choses. D'une part que derrière il y aurait encore beaucoup de dossiers, que c'était une nouvelle tendance de marché qui était en train de se dessiner, les abus de dépendance technologique, et surtout que ça allait concerner autant de sociétés. Parce qu'on parle souvent des grands comptes qui sont concernés par ces abus-là, mais il y a aussi des moyennes et des toutes petites sociétés. J'ai eu un dossier plus récemment d'une entreprise qui comptait 4 salariés. Et le contrat qu'elle avait reçu pour renouveler un certain logiciel était supérieur à son résultat annuel net. Et mon client m'appelle et il me dit, mais attendez, là, tous les matins, je vais me réveiller et en fait, je vais aller travailler pour l'éditeur. Autant arrêter. Et donc, on a dû initier aussi une action. Mais c'est pour dire que tout le monde, aujourd'hui, peut être concerné comme les grands par ces abus, les petits comme les grands. Souvent, des clients nous décrivent des postures qui sont parfois excessives. On parle d'abus, de postures dominantes, de choses comme ça. Est-ce que, opérationnellement ou juridiquement, ces termes sont exacts? C'est une excellente question, Guillaume. En fait, la difficulté qu'on a, et qui est au croisement avec votre travail et le nôtre, c'est de trouver la frontière entre ce qui relève de la négociation commerciale et de ce qui relève de l'abus de droit, en quelque sorte. Et la frontière est difficile à trouver. Et je dirais que tu sors de la négociation commerciale quand le prix qu'on t'impose, quand les modalités contractuelles qu'on t'impose n'ont plus aucun rapport avec le service qui t'est donné avec le contrat. Et pour ça, il y a une question un peu simple, mais qui est assez efficace pour se demander si on est dans la négociation commerciale ou dans l'abus de droit. C'est est-ce que, si je n'avais pas été dans une situation de dépendance opérationnelle vis-à-vis de ce logiciel, je ne peux pas changer. Voilà. Est-ce qu'on m'aurait fait cette offre? Est-ce que j'aurais même envisagé d'accepter cette offre si j'avais eu le choix de la refuser? Ok, donc... Et si la réponse est non, c'est que déjà, il y a des alertes. Typiquement, très récemment, j'ai été contacté par un client. Donc, on est en droit français. Il dit,
plus 50%, est-ce une posture abusive? Alors, c'est du cas par cas. Voilà. Si tu as une augmentation de volume de licence importante, Ah non, c'est normal que le prix augmente. Non, là, tu as raison, parce que tu reviens toujours la quantité, les licences sont les mêmes, il n'y a pas d'évolution de bundle, de package, d'effet IA, parce que ça fait grossir aussi les prix, mais même quantité, même produit, prix plus 50%. Et bien dans ce cas-là, je pense qu'il faut sincèrement envisager de sortir de ce qu'on appelle la négociation commerciale et envisager les options judiciaires. Ok. Ensuite, on voit aussi qui sont forcés entre licences perpétuelles, avec parfois aussi des abus de langage. On parle de on-premise, de perpétuel, de souscription. Donc déjà, bien mettre le vocabulaire. Sur une licence perpétuelle, on dispose d'un droit, potentiellement, de continuer à utiliser la licence, même si elle n'est pas maintenue. Est-ce qu'un éditeur peut nous interdire d'utiliser des licences perpétuelles? Alors, la question des licences perpétuelles et des licences par souscription, c'est évidemment une question récurrente. Il y a eu beaucoup d'actualités sur le sujet. Et évidemment, un éditeur peut changer son modèle. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Il peut changer son modèle. Ce qui compte, c'est de respecter le droit des clients. Et c'est sur ce point-là que le bas blesse très souvent. Le droit des clients, c'est qu'un changement de modèle ne permet pas d'écraser des clauses contractuelles. Un exemple que j'ai vu souvent, c'est les clauses de renouvellement de contrat. Un éditeur va vous dire « Je ne renouvelle pas le contrat puisque ce type de licence a disparu ». Certes, ton catalogue a évolué, pour autant la clause elle est bien là. Et donc tu dois l'exécuter. De la même façon, on a des contrats dans lesquels un client a acheté des jetons, des tokens. Certains éditeurs appellent ça des fonds HPP. Et l'éditeur a dit « Je ne t'autorise plus à les utiliser puisque j'ai changé mes modèles de licence ». Et bien là encore, ce n'est pas possible, il y a un droit contractuel qu'il faut exécuter. Donc, si le contrat est en vigueur, ça fonctionne. Si le contrat est échu, là c'est une discussion. Si tu n'as pas utilisé tes fonds, tes crédits, peu importe, au 30 mai 2026, au 1er juin, c'est perdu. Alors là, les contrats prévoient la manière dont ces fonds sont attribués après l'expiration du contrat. Parfois, il est prévu que les fonds disparaissent, parfois, il est prévu que les fonds peuvent être réalloués dans le contrat d'après. Ok. Est-ce qu'il y a des limites en termes d'abus de dépenses économiques ou position dominante? Alors, peut-être qu'il y a des subtilités aussi en fonction des droits français, US, UK, je laisse préciser. En droit européen et en droit français, on est très bien protégé, aussi bien en cas d'abus de position dominante que d'abus de dépendance économique. Grosso modo, les limites sont les mêmes. Simplement, on parle d'abus de position dominante quand l'éditeur qui a des pratiques agressives domine le marché, est un leader du marché en termes de part de marché. Mais même si cet éditeur n'est pas en position dominante, il se peut que vous soyez dans une situation de dépendance économique. Et alors là, il y a des règles similaires qui s'appliquent et qui empêchent l'éditeur d'avoir certains comportements à votre encontre. Et l'exemple le plus connu, c'est les bundles, c'est les ventes liées. Si vous êtes en position dominante ou si vous vous trouvez dans une situation de dépendance économique, on ne peut pas vous forcer à acheter un paquet de produits dont vous n'avez pas besoin au prétexte qu'il y a un logiciel dont vous avez besoin au sein de ce bundle. C'est une question récurrente. Et là, tu parles de vente liée. Tu peux juste rappeler ce que c'est exactement la vente liée précisément? Est-ce que ça concerne uniquement des bundles ou est-ce que ça peut être aussi des contrats? Le contrat d'un engagement A, je te le fais à un tel prix si tu m'achètes un autre contrat d'engagement B. En fait, là, c'est les deux facettes d'une même pièce. Ouais. Parfois, on trouve effectivement des produits liés dans un bundle où vous avez besoin d'un logiciel, par exemple un logiciel de virtualisation de serveur, et on va vous dire, aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter ce logiciel de virtualisation de serveur en standalone, vous avez besoin d'acheter un logiciel de virtualisation de réseau, de stockage, ou un antivirus. Et ça, c'est le bundle qui crée ce problème de vente liée, parce qu'on ne vous autorise pas à acheter ce produit de manière autonome. Mais parfois, le problème se trouve également avec des contrats différents. Vous avez une société qui a racheté beaucoup d'entreprises qui éditent des logiciels, et on va vous dire, écoutez, si tu veux bénéficier de tel tarif sur tel logiciel, tu vas être obligé de souscrire avec telle autre filiale qui édite tel autre logiciel. Et là, on peut se retrouver, et c'est évidemment du cas par cas, mais on peut se retrouver dans une situation de vente liée. Est-ce que on peut se prémunir de ça? Comment on gère des contrats existants, des évolutions, les droits patrimoniaux qui sont là côté éditeur? Comment les clients peuvent se préparer à ça? Il y a beaucoup de
de réponses possibles, mais je dirais que si j'avais quelques recommandations à donner pour bien négocier un contrat, pour bien faire face aux abus, il faut avoir une approche préventive. Je pense que c'est ce que vous faites aussi chez LA en accompagnant vos clients. Il ne faut pas attendre qu'une ligne rouge soit franchie, il ne faut pas attendre que des alertes soient données au moment de la négociation pour se préparer à négocier votre contrat. Quand vous savez que vous avez un contrat important qui arrive à expiration, il faut préparer les négociations 1 an ou 2 ans à l'avance. Il faut approcher de manière proactive l'éditeur, demander à discuter, et en interne, constituer une équipe pluridisciplinaire. Il faut que les opérations, enfin que les DSI soient présents, que les achats soient présents, mais aussi la direction juridique. Et c'est en étant ensemble, en travaillant ensemble, que vous arriverez à négocier au mieux votre contrat. Est-ce que tu constates des silos dans les organisations? Est-ce que ces silos ont tendance à se casser, et si oui, quand? Nous, on arrive souvent dans les dossiers où justement les négociations ont franchi les lignes rouges et on arrive dans une situation d'abus. Et à ce stade, très souvent, on trouve que nos clients sont moins silotés parce que plus la négociation avance et plus tout le monde travaille main dans la main. Et c'est là que les clients sont très efficaces, c'est quand les départements travaillent ensemble. On voit aussi des changements de modèle, on en a parlé, des passages en code plus chers, etc. Quand est-ce que ça constitue une rupture d'équilibre, vraiment? À quel moment on peut se dire, ok, là, c'est vraiment un abus? Dans quelles circonstances, par exemple? On passe de modèle perpétuel à un modèle de souscription avec des prix qui peuvent exploser. À quel moment on se dit, ok, là, je vais devoir passer au judiciaire et j'arrête la négociation? Je dirais il y a plusieurs cas de figure. Nous, ce qu'on a vu, c'est quand une clause contractuelle est inexécutée, au prétexte en fait du changement de modèle, quand du support ou de la maintenance n'est plus donné sur les licences perpétuelles, alors que vous aviez un droit contractuel à avoir cette maintenance, il y a un sujet. Et je dirais le cas le plus récurrent qu'on voit, c'est pas le changement en tant que tel qui pose problème, c'est la manière dont il est présenté. On vous dit, regardez, vous allez maintenant souscrire à un nouveau contrat avec des licences par souscription, mais regardez, c'est super, le prix n'a pas évolué. Ce sera le même prix qu'avant pour des licences perpétuelles. Donc, il n'y a pas d'abus. Alors qu'en réalité, ça revient exactement à comparer le prix d'une voiture neuve avec le prix d'une voiture en location. Vous n'achetez plus la même chose. Dans un cas, vous étiez propriétaire de vos licences, dans l'autre cas, vous êtes locataire en quelque sorte. Et donc, on ne peut plus comparer les prix. Et c'est là qu'il y a des difficultés au stade de la négociation. Et j'y reviendrai après. C'est que la grande difficulté, parfois, c'est pas de réagir à la ligne rouge, c'est d'identifier la ligne rouge. Parce qu'elle n'est pas souvent visible immédiatement. Il faut vraiment travailler l'offre, vraiment l'étudier pour comprendre que la ligne rouge a été franchie. Oui, et puis il y a une grande complexité et parfois les éditeurs organisent cette complexité entre les contrats. On ne peut pas acheter tous les produits sur tous les contrats. Les produits évoluent, les bundles évoluent, les éditions, les versions. Entre les vocabulaires de chaque éditeur, c'est un capharnaüm. Quand tu es acheteur logiciel, que tu dois trouver, enfin que tu dois négocier avec du Microsoft, du Oracle, du SAP, du IBM, du VMware, du Citrix, du TIBCO, j'en sais rien, du Salesforce, la panoplie de vocabulaire, elle est énorme. Chacun a son propre référentiel et c'est extrêmement compliqué de tout appréhender. Ouais, je suis 1000 fois d'accord avec toi et c'est une grande difficulté qu'on retrouve dans les négociations. Je dirais que la difficulté des négociations pour les acheteurs, elle est double. D'abord, vous mettez du temps à avoir une offre. Vous avez beau être proactif, vous avez beau demander à l'éditeur, en tout cas à certains éditeurs, de vous envoyer une offre de renouvellement en avance, vous ne l'avez pas. Ouais. Tout simplement, parfois on vous envoie une offre non engageante, indicative. Parfois on va vous demander des informations alors que l'éditeur a déjà ces informations pour essayer de vous renvoyer la responsabilité de la longueur. Donc ça, c'est un premier problème. Et une fois que vous avez l'offre, eh bien vous la comprenez pas. On vous dit par exemple, regardez, les prix sont très bas par rapport à mon prix catalogue. Il y a une baisse de 90% du prix par rapport à mon prix catalogue, c'est génial. Alors qu'en réalité, vous avez une hausse de prix de 250%. Oui. Ou alors il y a un changement de métrique, on parlait tout à l'heure. On vous dit, mais en fait, ce prix est tout à fait justifié par rapport au nombre de licences que vous utilisez. Mais en fait, quand on regarde la manière dont ce nombre de licences a été calculé, vous vous rendez compte qu'il y a des licences qu'on appelle les licences fantômes. Des licences qui sont décomptées comme étant des licences alors qu'elles n'existent tout simplement pas. Ouais, et en fait, on n'a pas du tout le même référentiel entre acheteur et vendeur. L'acheteur regarde son prix catalogue versus, son prix public versus la remise qu'il va faire. Et nous, en tant qu'acheteur, on va regarder juste qu'est-ce que je payais l'année dernière, combien je payais demain. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on n'a pas du tout le même référentiel. Ça m'évoque une question aussi, c'est je demande une offre. Est-ce qu'il y a un recours juridique, un moyen de dire, en fait, la personne en face de moi ne veut pas discuter? Oui, bien sûr. En fait,
quand la ligne rouge a été franchie, il y a toujours des options judiciaires. Quand on n'est plus dans la négociation commerciale, quand on fait face à un abus, quand vous êtes en risque vis-à-vis de votre système opérationnel, si vous n'acceptez pas les conditions qu'on vous impose, il y a des solutions judiciaires. Et là-dessus, si tu veux, je peux te parler un petit peu de ce qui peut être fait, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, avant d'aborder ça, je trouve qu'il y a un constat, on en parlait avant l'émission, Guillaume, c'est qu'il existe aujourd'hui un constat qui est assez intéressant, qu'il y a une disproportion très grande entre le nombre d'abus qu'on peut constater, le nombre de lignes rouges qui ont été franchies, et le peu d'actions judiciaires qui sont lancées. Donc c'est quoi? C'est les clients qui ont peur? C'est la peur de dénoncer? C'est ah bah non, c'est compliqué d'appeler un avocat? Alors, c'est une très bonne question. Comment justifier cette disproportion? Je verrai au moins trois explications. La première, c'est qu'il y a encore une méconnaissance de ce qui peut être fait devant les tribunaux, puisque l'explosion des abus de dépendance technologique telle qu'on la connaît aujourd'hui, finalement, est assez récente. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille vraiment de manière intense sur ces sujets, et on a un petit peu développé la jurisprudence, qui n'existait pas avant. Et donc, c'est légitime que, en réalité, les solutions judiciaires soient méconnues. Il y a au moins 3 choses qu'on peut faire. Si vous êtes face à un abus, il y a au moins 3 choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est de demander l'exécution forcée de certaines clauses contractuelles. Monsieur l'éditeur, t'exécutes le contrat. T'exécutes le contrat, t'exécutes ta clause de renouvellement, t'exécutes ton obligation de me permettre d'utiliser mes crédits pour transformer des logiciels. Et ça, peu importe que tu sois en droit français ou droit US, UK. Le contrat, c'est le contrat. Le contrat, c'est le contrat. Ok. La deuxième chose que tu peux demander, c'est qu'on t'envoie une offre qui corresponde à tes besoins. C'est de casser le bundle. Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. C'est une solution judiciaire qui existe. Vous pouvez agir en justice pour demander à recevoir une offre qui corresponde à vos besoins. Même quantité de logiciels, produits, exclusivement les produits qui vous intéressent. Et ça, c'est valable que pour le droit français? C'est valable pour c'est valable en droit français, c'est valable en droit européen, avec le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui interdit directement des ventes libres. Ok, donc, admettons, sans citer de nom, j'ai besoin d'un logiciel A, mais le vendeur me dit, tu vas devoir acheter B, C, D, et puis B', etc., etc. Alors évidemment, c'est du cas par cas, il faut démontrer une position dominante, une dépendance économique, une absence de lien objectif entre les logiciels qu'on vous impose d'acheter en même temps. Et oui, vous pouvez agir devant un tribunal pour demander à acheter uniquement le produit sans être obligé d'acheter tous les autres. Et ça, c'est long, ça se fait pas, parce que potentiellement, tu l'as dit, on commence très tôt, dans le meilleur des cas. J'ai des exemples, on a commencé très tôt, et on va seulement finir là dans les prochains jours. Mais c'est de longue haleine. Si ça ne fonctionne pas, je dirais la discussion commerciale, souvent c'est dans les derniers moments qu'on doit réagir. Donc, est-ce qu'on peut saisir une juridiction, un tribunal, j'en sais rien, assez vite, qui puisse exécuter une prolongation, une période de grâce? Comment ça se passe? Et tu vois, c'est une très bonne question. Je t'ai dit qu'il y avait plusieurs facteurs qui expliquaient le peu de recours judiciaire. Le premier facteur, j'en ai parlé, c'est la méconnaissance des actions. Et le deuxième facteur, c'est le point que tu soulèves, c'est la crainte que le temps judiciaire ne soit pas le temps du contrat. La crainte que la décision que tu obtiennes, qu'elle aura beau être positive, cette décision, elle arrivera trop tard et ton système opérationnel aura été mis en risque, ou aura même été perturbé ou stoppé. Et en réalité, il existe beaucoup d'outils judiciaires pour éviter cette situation. On a déjà obtenu des décisions en 2 jours pour obtenir la prolongation forcée d'un contrat pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Le juge prend des mesures dès le début pour dire « Ok, vous avez saisi le tribunal, on va prolonger le contrat avec des astreintes si besoin, qui peuvent aller de 10 000 à 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 euros par jour en fonction de la situation, jusqu'à ce que la décision soit rendue. Comme ça, vous pouvez agir. Vous avez le temps judiciaire, même s'il n'y avait pas le temps du contrat. Et la troisième raison, parce que je t'ai coupé, parce que il y a la troisième. Exactement. Après, je dis pas que c'est un sentiment. C'est un sentiment, mais un des retours que j'entends souvent de certaines sociétés qui parlent et qui évoquent la question des actions judiciaires, c'est la crainte de briser la relation avec l'éditeur. L'éditeur qui a eu un comportement abusif. Ils ont peur que, en agissant contre cet éditeur, la relation soit à jamais détériorée, puisque l'éditeur, en quelque sorte, ne leur pardonnerait jamais d'avoir été devant un tribunal. Et dit comme ça, effectivement, ça peut paraître effrayant. Mais en réalité, là-dessus, d'abord, de mon expérience, j'ai jamais vu une relation détériorée en raison d'une action judiciaire. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, en réalité, si la ligne rouge a été franchie,
Si vraiment on vous a imposé d'acheter des licences dont vous n'avez pas besoin, si on vous a imposé un prix qui est totalement déraisonnable, c'est que la relation, en réalité, elle a déjà été cassée. Donc, il est tout à fait paradoxal de se dire, je ne vais pas agir pour détériorer une relation, alors qu'en n'agissant pas, il n'y a aucune chance que cette relation soit améliorée. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et il faut faire respecter le droit, nos contrats, etc. Et c'est là où parfois, en fonction des postures de certains éditeurs, eh bien, les clients réagissent ou pas. Et dans des postures, parfois, on voit des postures un peu de cow-boy. Donc, en négociation, on le voit, mais là, on va plutôt aller sur un terrain vraiment contentieux, juridique. Est-ce qu'il y a parfois des postures de cow-boy, c'est très dur, très tendu? Est-ce qu'il y a du bluff? Est-ce que tous ces jeux fonctionnent aussi dans des postures de contentieux? Alors, les contentieux se distinguent finalement de la négociation. Quand on en arrive au contentieux, on n'est plus dans le bluff. On a échoué dans la négociation puisqu'en fait on est sorti du spectre d'une relation entre un client et un fournisseur. On n'est plus dans cette optique-là. Donc on va au contentieux et là on n'est plus dans le bluff. On saisit le tribunal, on dépose une assignation, on plaide le dossier et le juge tranche. Alors c'est certain que quand on fait ça, parfois il arrive, et c'est même assez régulier, que ça incite finalement l'éditeur à revoir sa copie parce qu'il n'a pas forcément envie d'être condamné. Parce que s'il est condamné, il y a une jurisprudence, c'est publié. Exactement. Où est-ce qu'on peut consulter ces jurisprudences? Alors, les jurisprudences peuvent être trouvées sur les bases de données. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup moins de jurisprudence qu'il n'y a eu d'action, parce que très souvent, des accords sont trouvés après le lancement de l'action, mais avant que la décision soit rendue. Exactement. Mais il y a eu quelques décisions très intéressantes qui ont été rendues, pas qu'en France d'ailleurs, il y en a une que j'aime beaucoup, qui a été rendue aux Pays-Bas, qui consacre en quelque sorte un droit à la migration. Je ne sais pas si tu vois cette décision qui a été rendue en juin 2025 par le tribunal de la Haye contre un éditeur qui fait des logiciels de virtualisation de serveurs. Oui, si. Ouais, je vois. Okay. Vous avez un organisme public qui a reçu une offre de renouvellement qui était absolument abusive. Démentiel. Et l'organisme a dit non, écoutez, je ne veux pas souscrire cette offre, je veux partir. Vous devez me donner 3 ans pour mettre en place une migration. Et l'éditeur a refusé en disant écoutez, non, si vous n'acceptez pas l'offre, eh bien, les logiciels s'arrêteront, ils n'auront plus de maintenance, ils n'auront plus de support à compter de telle date. Eh bien, cet éditeur a été condamné sous astreinte de 250 000 € par jour à prolonger les licences jusqu'à l'issue de cette période de migration. Et c'est un jalon très important dans la construction aujourd'hui du droit à la migration. Et du coup, ce genre d'histoire, je l'ai vu passer il y a quelques mois, tu l'as dit juin 2025, et finalement, les clients en ont peur. Enfin, déjà, ils ne connaissent peut-être pas cette histoire, donc merci de la rappeler. Et ils se disent, non, il faut tout faire pour éviter ça. Ils préfèrent parfois re-signer à des conditions inacceptables. Ils ont peur de la migration. Ou de la migration, ou ils vont se dire, bah ouais, tant pis, on va re-signer parce que ça a coûté beaucoup plus cher de migrer. Enfin, il y a plein de raisons en interne, que ce soit des ressources, que ce soit des ETP, enfin, des collaborateurs formés, d'autres qui ne sont pas formés sur d'autres technologies. Le management à gérer, l'organisation globale. Non, mais tout à fait. Et c'est vrai qu'une action judiciaire, ça prend beaucoup d'énergie et c'est pas un moment agréable à passer. Surtout que les défenses qu'on a pu voir de certains éditeurs dans ces dossiers sont parfois très agressives. Ils vont expliquer que finalement l'offre elle est géniale et qu'il n'y a qu'une personne en France qui ne l'a pas compris, c'est la personne qui agit dans le tribunal. Ce serait la seule personne à ne pas avoir compris qu'en réalité c'était une très bonne offre. On va aussi entendre que finalement s'il y a eu du retard dans la négociation, tout ça, c'est de la faute du client qui n'a pas donné les bonnes informations, ou encore que finalement cette procédure judiciaire est une instrumentalisation de la négociation qui vise uniquement à obtenir une bonne offre. Donc on entend tout ça dans les procédures judiciaires, c'est pas des moments agréables, néanmoins il n'en reste pas moins que ce sont des moyens très efficaces pour parfois débloquer une ligne rouge qui a été franchie. Il y a potentiellement aussi des attaques personnelles. Ça, est-ce que tu en as vu de temps en temps? Alors, des attaques personnelles contre des salariés d'un groupe, ça on ne le voit pas. Okay. Vraiment, c'est le groupe en tant que tel qui va être attaqué. Okay. Heureusement. Non, mais je pose des questions parce que parfois on voit aussi dans des cas de négociation un peu de déstabilisation, des choses comme ça, où pause, on prend un parti, on met dans le coin, on dit attention parce que il y a des attitudes qui peuvent parfois être complexe à gérer si on n'est pas préparé. Ma conviction est que dans une négociation, on doit être extrêmement préparé au même titre qu'un contentieux, et que c'est comme un athlète de haut niveau, c'est qu'on doit être prêt à tout, quoi. Je dis pas à tout recevoir, hein, c'est prêt à gérer l'imprévu. Ouais. Et non, mais c'est absolument vrai, et c'est pour ça que
quand une négociation, en quelque sorte, déraille, quand une négociation sort du spectre de la négociation et doit être portée devant un tribunal pour préserver ses droits, il faut travailler en équipe. Il faut travailler en équipe en interne, mais il faut aussi être accompagné avec, au stade de la négociation, des entreprises comme la vôtre et des avocats pour pouvoir aller jusqu'au bout ensemble. Souvent, je cite dans les préparations de négociations, dans les équipes qu'on fait, ce que je dis, c'est, et les clients, et même souvent les consultants me disent, non, on met pas cette phrase et on ne l'encadre surtout pas en rouge. Si, on va le faire. Le C-level non préparé est le pire ennemi dans la négociation avec cet éditeur. Qu'est-ce que tu en penses de ce constat que nous on fait, qu'on affiche clairement noir sur blanc, enfin rouge sur blanc dans nos slides? Oui, tout à fait. Il faut préparer les négociations, surtout quand on sait qu'un contrat arrive à échéance avec tel ou tel éditeur bien connu du marché, qui a développé une nouvelle politique, qui est documentée, qui est médiatisée. Il faut se préparer le plus tôt possible. Et jusqu'au plus haut niveau de l'organisation, parce que on sait que le sport national, c'est aussi l'escalade, pour plein de raisons organisationnelles chez les éditeurs. Et souvent, les équipes ont du mal à parler au N+X. Et l'éditeur, lui, ce qu'il va faire, ce qui est le jeu de toute organisation commerciale, c'est essayer d'aller au décideur, en occultant un certain nombre de faits. Et donc, notre but, c'est vraiment de préparer l'ensemble de la négociation. On casse les silos, les achats, l'IT, le juridique, et on remonte jusqu'au plus haut niveau parfois, où on prépare les DG pour dire, attention, voilà les éléments de langage, voilà ce qu'on va faire, etc. Non, mais je suis 100 fois d'accord, en fait, quand on dit qu'il faut travailler ensemble sur une négociation. Il faut travailler ensemble entre équipes, mais il faut travailler ensemble avec les hiérarchies. Il n'y a rien de pire qu'une négociation que chacun amène chacun dans son coin, notamment quand on est sur le point d'agir devant un tribunal, et où chacun pourrait prendre une position contradictoire avec ce qu'a dit l'autre. Est-ce qu'il y a des comportements qui doivent nous alerter quand je suis directeur achat, directeur juridique, directeur IT, ou bien CFO, ou bien patron d'une société? Est-ce qu'il y a des comportements, des petits faisceaux d'indices qui nous disent « Oh là, ça va, dans plusieurs mois, ça va chauffer ». Bah écoutez, je pense qu'on en a parlé. Si tu reçois pas d'offre alors que tu en réclames une, si tu reçois une offre non engageante, alors tu demandes une offre engageante, et que le temps passe, que le compte à rebours s'accélère avant la fin du contrat, si tu reçois une offre mais tu n'as toujours pas la documentation contractuelle, ça peut être un vrai problème. Tu pourrais peut-être trouver un accord sur le prix, mais derrière, il faut négocier le contrat. Et tu peux avoir un prix qui s'affiche donc t'as l'offre, finalement quelque chose de pas si mal, mais derrière le contrat va avoir des modalités contractuelles qui sont inacceptables. Par exemple, avec une possibilité de révision unilatérale des prix. Donc finalement, ton travail sur le prix perdrait tout son intérêt à cause de la manière dont tu as rédigé le contrat. Donc tout ça, il faut l'avoir assez vite. Et si on ne l'a pas, ce sont des signaux qui doivent alerter. Après, quand tu reçois l'offre, tu peux voir des choses dans l'offre qui doivent t'alerter également. On en parlait sur des produits dont tu n'as pas besoin, des quantités de logiciels qui excèdent très largement tes besoins. J'ai eu un cas assez incroyable où j'avais un client qui avait demandé à renouveler 2000 licences pour 1 an. On lui a envoyé une offre pour 3000 licences pour 3 ans. Alors, le client, il s'est dit, il a dit, mais pourquoi vous me faites 3000 licences alors que j'en ai besoin que de 2000? Parce que commercialement, ça m'arrange, monsieur le client. Et la réponse qui lui a été donnée, c'est, ah non, mais très bien, on va vous faire 2000 licences au prix de 3000. Pourquoi pas? Et là, l'abus était clair. Oui. Ça, c'était un signal, et c'est précisément à ce moment-là que j'avais été contacté. Ok. Je pensais aussi, très en amont, je suis intéressé par avoir ton avis, dans quasiment 100% des cas, dès qu'on voit une société rachetée par une autre société à plusieurs millions, milliards, là on se dit ouais, c'est pas de l'argent de Monopoly, ils vont chercher à faire fructifier. Alors, ça dépend qui rachète. Parfois, on peut avoir des acquisitions qui ne présagent pas d'une politique commerciale agressive telle qu'on le connaît. Je ne veux pas être dans l'excès et généraliser. Mais parfois, on a certains acteurs qui se sont spécialisés dans ce genre de pratiques, qui vont racheter à l'appel des sociétés à des prix très très importants, à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et là, effectivement, et souvent c'est même dit dans la presse, on peut s'attendre à des comportements agressifs. Merci Cyril. On a à plusieurs reprises des clients qui nous ont dit mais pourquoi il n'y a pas plus de recours collectif? Parce que tout seul c'est compliqué, on aimerait bien se grouper. Est-ce que quand plusieurs clients subissent les mêmes pratiques d'un éditeur,
il y a des démarches collectives. Est-ce qu'il y en a déjà eu en France? Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Alors, c'est un super point parce que moi, ce que je constate, c'est que les actions judiciaires qu'on mène, elles apportent des solutions individuelles à un problème global. À chaque fois, ça nous permet de résoudre le problème qui est rencontré par notre client et c'est pour ça qu'on est mandaté. Néanmoins, ça ne fait pas évoluer la pratique sur le marché. Et l'action collective, qui va être portée souvent par des associations, en France, on a évidemment le CIGREF, qui est très impliqué, mais en Europe, on a aussi Voice, Beltung ou le CISP, aux Pays-Bas, qui permettent de porter l'action à un niveau supérieur et qui vont notamment déposer des plaintes devant la Commission européenne, et c'est ce qu'on a vu très récemment, pour essayer de faire bouger les choses. Et en ça, le regroupement, l'action ensemble, collective, peut faire changer les choses. Merci pour cette précision. Donc, se regrouper peut avoir un impact. Sans citer nom, est-ce que ces recours collectifs ou cette pression d'un marché ont fait évoluer des pratiques commerciales ou contractuelles chez un éditeur? J'ai déjà vu au moins un cas d'un éditeur qui, à la suite de plaintes collectives, s'était publiquement engagé à faire certaines choses, par exemple à exécuter certaines clauses contractuelles, ou à remettre en circulation un produit en stand-alone qui avait été retiré. Ça, c'est des engagements qui ont été publiquement pris, à la suite de démarches collectives. Reste ensuite à savoir si c'est des paroles en l'air, ou si concrètement, pour chaque client, ces deux engagements sont respectés. Et là, j'ai tout vu. Okay. Faut que le client sache que ça existe, faut que le client s'organise et dise ok, non, là vous vous êtes engagé. Enfin, si exactement. Tu sais pas, bah tu sais pas. On va pas forcément lui proposer de manière proactive. C'est le jeu de la discussion, quoi. Cyril, si on devait synthétiser cet échange sur tes recommandations concrètes auprès d'un DSI, d'un directeur achat, d'un CFO, qui sont confrontés à des postures cavalières de cow-boy, quelles seraient-elles? C'est une bonne question. Je dirais que ma première recommandation, qui peut paraître évidente, mais c'est de ne pas céder sous la pression du temps qui passe. Il ne faut pas se dire « mon contrat arrive à expiration dans 3 semaines ». Je suis obligé de signer. C'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est de se coordonner le plus tôt possible, de ne pas attendre que les lignes rouges aient été franchies pour se dire il faut que j'en parle à tel département, il faut que j'en parle à ma hiérarchie. Et la troisième recommandation, c'est que quand la ligne rouge a été franchie, il faut se faire conseiller. Il faut explorer toutes les options judiciaires. Aussi. Il faut parler à CPR. Potentiellement. Exactement, c'est un très bon point. Il faut parler à CPR, il faut savoir ce que les autres ont pu faire dans une situation similaire et savoir ce qui peut être fait quand on sort de la spectre de la relation purement commerciale, quand on tombe dans une problématique juridique. Oui, parce que c'est des sujets vraiment hyper spécialisés de niche. Et chez un client, une négociation avec un éditeur peut venir tous les 3 ou 5 ans. Toi, tu vois des cas aussi très réguliers sur le même éditeur ou sur des mêmes pratiques, et peut-être que tu as déjà traité les sujets et ça peut aider dans une situation précise. Bah, pour te donner un chiffre, alors c'est souvent les mêmes éditeurs qui reviennent. Nous, on a des clients dans tous les secteurs de marché, on est 300 avocats, on connaît beaucoup d'entreprises, on travaille pour beaucoup d'entreprises, et en réalité, c'est que certains éditeurs qui posent problème. Parfois même contre d'autres éditeurs. Donc dans notre clientèle, on a des éditeurs qui agissent contre d'autres éditeurs. On a eu plus d'une quinzaine de dossiers, dont plus de la moitié a été porté au tribunal. Donc on connaît les dossiers et on arrive très vite à identifier l'abus. Et donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Ok, question pour conclure. Si tu devais recroiser le Cyril d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je me dirais, ne sous-estime pas l'importance de la spécialité. Spécialise-toi. Il faut se spécialiser, il faut être généraliste, il faut avoir une culture générale sur plein de sujets juridiques, mais il faut se spécialiser dans certains domaines pour être le plus performant, le plus efficace possible. Et du coup, se spécialiser, potentiellement, ça te ferme des portes, mais ça t'en ouvre tellement d'autres. Exactement. Parfois, les jeunes ont peur de ça aussi. Et en fait, je pense que c'est toi qui résume le mieux le conseil que j'aurais pu me donner. Preuve s'il en fallait que quelqu'un devait me le donner, c'est que à être trop généraliste, on a peur qu'en se spécialisant, on se ferme des portes, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Plus on rentre dans le détail et plus on voit des choses. Top. Merci Cyril pour cet échange hyper riche. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes, donc Spotify, YouTube, sur LinkedIn évidemment. Cyril, on va te taguer pour retrouver si des clients veulent te poser des questions.
Et donc, à très bientôt pour d'autres sujets et thématiques de négociation du software asset management. Merci, Cyril. Merci beaucoup, Guillaume, c'était un plaisir.